Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette 10e édition d'Informatique News Hebdo, votre hebdomadaire dédié à l'actualité de l'informatique et des télécoms. Et pour décrypter cette actualité, je suis en compagnie de notre rédacteur en chef, Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine, bien évidemment, nous allons revenir sur l'actualité de la semaine, mais nous accueillons aussi Laurent Jacquemin, qui est vice-président en charge des ERP chez Infor pour l'Europe du Sud. Absolument. Avant d'échanger avec lui, je propose qu'on passe en revue ensemble l'actualité de la semaine. Alors, première actualité qui a retenu votre attention, c'est l'actualité qui concerne Unisys. J'allais dire une des vieilles gloires de l'informatique, mais c'est vrai que quand on regarde l'histoire avec un peu de recul, c'est un petit peu grandeur et décadence. C'est la fin d'un empire. Bon, on peut imaginer toutes les images d'Épinal peuvent être utilisées. Ouais, effectivement, c'est un peu ça. Bon, je vais pas être dramatique non plus en disant que c'est peut-être la dernière fois qu'on en parle, mais bon, faut pas non plus exagérer. Là, l'information, enfin l'actualité concernant Unisys, c'est qu'en fait la filiale française va licencier près de 40% de ses effectifs, qui sont déjà pas très importants, puisque on parle de moins de 400 personnes. Donc ça veut dire que progressivement Unisys en France est en train de fermer, de se réduire et d'éteindre la lumière. Donc effectivement Unisys, comme vous l'avez dit, c'est une ancienne gloire de l'informatique, hein. On ne va pas refaire tout l'historique, mais bon, pour nos plus jeunes lecteurs, Unisys, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose, mais enfin ça a été à un moment le numéro 2 de l'informatique derrière IBM. Hein. En 86, il faut rappeler Unisys, c'est la fusion de Burroughs et de Sperry Univac, qui elles-mêmes étaient deux anciennes gloires de l'informatique qui allaient pas très bien, et finalement c'est un peu la leçon de ça, c'est quand on marie deux entreprises qui vont pas très bien, la fusion des deux, on n'arrive pas à faire grand-chose. C'était à l'époque la plus grosse fusion jamais réalisée en termes de montant d'acquisition, puisqu'on était à près de 5 milliards de dollars, on est en 86, donc vous voyez que c'est quand même important. Et à cette époque, Unisys, donc en 86, représentait 120 000 personnes et 10 milliards de dollars. Donc vous voyez que c'est quand même pas rien. À cette occasion, d'ailleurs, c'est Michael Blumenthal, qui était l'ancien secrétaire d'État au Trésor américain, qui avait pris la direction de l'entreprise. Alors souvent, quand on parle de politique, d'ailleurs, on a un très bon exemple en ce moment, on décrit l'expérience politique en disant qu'il n'a aucune expérience politique et il démarre dans la politique. Là, on connaît le cas dont on veut parler. Là, c'est un peu l'inverse. C'est Michael Blumenthal, il n'avait pas vraiment d'expérience et il avait, je me souviens à l'époque, il avait des plans faramineux pour l'entreprise qu'il n'a absolument jamais réalisé. L'entreprise, en fait, a dégringolé au fur et à mesure. Et d'ailleurs, en fait, si on regarde finalement à cette époque-là, il y avait d'autres équivalents d'Unisys. Il y avait NCR, il y avait Control Data, bon, etc. Et finalement, ils ont tous disparu. Le seul grand acteur de l'époque qui résistait, c'est IBM. Donc ça, c'est quand même le constat. Donc pour en venir à Unisys... Et HP aussi quand même, d'une manière. Alors je ne le mets pas dedans, parce que je mettais dans la première génération. HP, même s'il est plus ancien que Digital, par exemple, il est arrivé dans le domaine des mini, donc il n'était pas sur l'informatique des mainframes. Donc c'est un petit peu différent. Donc si on en revient à Unisys, aujourd'hui ça représente encore, on va dire, un peu plus de 20 000 personnes, 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Quand même, mais c'est pas rien, mais en gros, si vous voulez, il n'y a pas de... Je veux pas dire qu'il n'y a pas d'avenir pour cette entreprise, mais en gros, ils ont des contrats, ils les renouvellent. S'ils les renouvellent, tant mieux, et s'ils les renouvellent pas, c'est fini. C'est des contrats de maintenance, peut-être des développements internes, des choses comme ça, mais il y a plus de... Enfin, la stratégie d'entreprise, je ne sais pas si elle existe vraiment, quoi. Donc en France, une filiale qui va être réduite à la portion congrue et finalement qui va peut-être suivre le destin d'autres filiales européennes, puisque en Europe, 9 filiales dans des... Alors, petits pays, entre guillemets, hein, je ne veux pas être désagréable, mais bon, c'est la Suède, la Pologne, le Danemark, donc qui ont fermé leur filiale Unisys, et c'est peut-être ce qui va arriver pour la France, dont les activités seront alors pilotées depuis Londres. Bon, c'est possible, hein, c'est des contrats de maintenance, etc., mais enfin, c'est pas la meilleure des solutions, mais enfin, en tout cas, en attendant, c'est comme ça que ça pourrait se passer.
la plupart des contrats qui sont concernés pour la France, c'est des contrats qui vont arriver à expiration 2018-2020. Donc après, encore une fois, ils sont reconduits, on va continuer l'activité, ils ne sont pas reconduits, c'est terminé. Donc bon, voilà, la situation de l'entreprise, c'est pas extraordinaire, c'est sûr, mais je pense qu'il fallait en parler parce que c'est quand même un acteur historique de notre secteur et c'est quand même significatif. Hein. Juste pour revenir sur les deux acteurs qui l'ont composé, Burroughs et Sperry avaient tous les deux été très forts en termes de contrats gouvernementaux aux États-Unis, et Sperry Univac était en particulier très orienté temps réel puisqu'ils avaient quasiment tous les systèmes de réservation des compagnies aériennes de l'époque. Voilà. Et donc c'était une spécificité très très forte de cette entreprise. De son côté, Burroughs avait été pionnier en 82, ils avaient racheté Convergent Technologies, qui était, on était au tout début du PC, et Convergent, en fait, c'était le PC multiposte, enfin le serveur multiposte. Donc c'était à l'époque, aujourd'hui ça paraît très banal, mais à l'époque c'était quand même avec des logiciels de bureautique déjà intégrés dans la machine, donc c'était quand même intéressant. Très bien, alors on parle d'une autre entreprise qui se cherche, hein, Citrix, puisque, on le rappelle pour nos lecteurs, l'activité GoTo, donc GoToWebinar, GoToMeeting, le concurrent de Webex, a été cédé. Aujourd'hui, on apprend que l'activité principale est aussi sur le marché. Alors, effectivement, donc c'est une actualité un peu difficile pour Citrix. Hein. Donc Citrix créé en 89 par des anciens d'IBM et développement conjoint IBM Microsoft, donc avait au départ des produits qui étaient très très liés à Microsoft, et bon, l'idée c'était en gros, on parlait de clients légers à l'époque, si vous vous souvenez, et puis donc Citrix a connu une évolution vers la virtualisation, donc a récupéré l'open source Zen Server qui avait été développé par l'université de Cambridge. Donc était passé à la virtualisation, mais bon, dans ce domaine-là, il y a des poids lourds, il y en a en particulier un gros, et donc ils sont un peu marginaux, et donc effectivement l'avenir de Citrix est plus que compliqué. Donc Citrix avait été racheté, il y a eu une prise de participation par un investisseur qui s'appelle Elliott Management il y a pas plus que, moins de 2 ans. Et donc là, il se retrouve que l'entreprise a confié à Goldman Sachs de trouver un acquéreur pour l'ensemble de l'entreprise. Donc je dirais que c'est pas bon signe. Alors c'est pas bon signe. C'est pas pour autant que finalement la bourse n'a pas vu ça d'un très bon œil, parce que l'action a bondi suite à l'information qui a circulé. Qu'est-ce que ça va devenir ? C'est un peu, je dirais que quand il y a un rachat comme ça par un investisseur privé, il peut y avoir deux catégories, il peut y en avoir plusieurs, mais en tout cas 2 principaux. Le premier, c'est que l'investisseur croit vraiment en l'entreprise et donc va être là pour développer, ou il rachète l'entreprise pour éventuellement faire des ventes par appartement ou par produit. C'est un peu ce qui s'était passé par le passé, comme vous l'avez rappelé, avec Citrix, puisqu'il avait cédé GoTo à LogMeIn, donc pour en faire une structure à part. Et là, donc, quel sera l'avenir de Citrix dans ce cadre-là ? On peut se poser la question. On verra déjà quand le rachat sera effectué ce que dira l'investisseur, quels sont ses projets. Bon, Citrix, pour rappeler, c'est un nom qui est quand même assez familier dans notre secteur. Et c'est une entreprise qui pèse encore un peu plus de 2 milliards de dollars. L'année dernière ou l'année d'avant, c'est de l'ordre de 200 millions de bénéfices, donc c'est pas négligeable non plus. Donc c'est pour ça qu'il nous paraissait important de le signaler. Maintenant, je dirais que c'est quand même un gros point d'interrogation pour cette autre entreprise. Alors on passe finalement, on parlait de Microsoft tout à l'heure, on y passe directement. Et on parle d'un lancement chez Microsoft. Alors c'est vrai qu'on n'en a pas forcément tous les matins, des lancements de nouveaux logiciels chez Microsoft. Et là, un logiciel qui s'appelle Team, et qui vient concurrencer une des startups du secteur qui s'appelle Slack, que nos lecteurs développeurs connaissent sûrement, et qui a finalement
bien percé et Microsoft finalement ne pouvait pas rester sans réaction face à cette un peu fusée Slack qui a décollé il y a quelques années. Et Teams, je ne sais plus comment on dit, c'est la réaction de Microsoft face à ce logiciel de type collaboratif. Absolument, qui est orienté chat d'entreprise. Alors effectivement, à la fin, il y a un S, donc a priori, on devrait dire Teams. On en avait déjà parlé en début d'année, lorsque le cabinet Leco, qui est spécialisé dans tout ce qui est réseaux sociaux d'entreprise, avait fait un panorama annuel de tous les produits, et on sait que dans ce domaine, il y en a vraiment un très grand nombre. Et cette année, en fait, il y avait deux nouveautés. Il y avait Teams, donc, qui était déjà présenté à cette époque-là en version preview, enfin qui était disponible en version preview, donc ça veut dire qu'un certain nombre d'entreprises pouvaient l'utiliser, on va dire jouer avec, entre guillemets. Et puis il y avait aussi l'arrivée de Workplace by Facebook, donc c'était l'arrivée de Facebook dans le monde de l'entreprise. Alors donc Teams, c'est pas nouveau, là c'est le lancement officiel. C'est-à-dire que chaque utilisateur d'Office 365, chaque client d'Office 365 peut désormais télécharger et installer le logiciel. Absolument, et c'est sans doute là une des forces que va pouvoir mettre Microsoft en avant, à savoir que bon, Slack c'est un peu un produit indépendant, alors que Teams c'est un produit qui s'insère dans, je dirais, dans l'écosystème Microsoft, donc Office 365, donc ça, je dirais qu'on ne peut pas faire plus courant que ça. Alors évidemment, il y a Skype, il y a Yammer, Skype for Business, Yammer, donc tout ça commence à s'articuler un petit peu compliqué, mais en tout cas, effectivement, l'important pour Teams, c'est qu'il est intégré dans un ensemble plus global de Microsoft, et c'est ça ce qui en fait la force. Maintenant, quelle sera, je dirais, l'utilisation? Est-ce que les utilisateurs Office 365 vont passer à Teams pour faire ce qu'on appelle du chat d'entreprise? Comme le chat n'est peut-être pas encore passé dans les mœurs, dans le fonctionnement des individus dans le cadre de l'entreprise, mais comme on voit bien qu'il y a une porosité qui est de plus en plus grande entre je dirais, le mode de fonctionnement dans l'entreprise et dans la vie privée, donc bon, il est probable que ce genre de fonctionnement se diffuse et que les utilisateurs Microsoft, qui sont très nombreux, se mettent à utiliser Teams. Donc bon, c'était quand même quelque chose d'important. Le dernier point qui avait été rappelé par le cabinet Leco à l'époque, enfin le message, c'était que même si on n'en parle pas trop, c'est vrai que c'est encore un domaine qui est très émietté, il y a beaucoup de petits acteurs. A priori, les réseaux sociaux d'entreprise, je dirais, avancent et s'installent, je dirais, en profondeur dans l'entreprise, et c'est pas quelque chose dont on a parlé et qui a disparu, c'est en train de s'installer, mais ça n'explose pas, parce que ça demande, pour le coup, c'est pas le problème, c'est pas de la technologie, c'est plutôt le changement, la conduite de changement que ça induit dans le fonctionnement de l'entreprise, qui est absolument essentiel, et c'est là où il y a toute la difficulté. Très bien. Alors ça, c'était pour la semaine passée. Pour la semaine à venir, l'événement, c'est même si on en parle un peu moins finalement, c'est le CeBIT, un grand salon à Hanovre, qui s'est peut-être fait un peu d'amener le pion d'ailleurs par le Mobile World Congress en termes d'événements du secteur, mais bon, ça reste encore un des grands lieux un des grands moments de la saison, si je puis dire, de l'hiver informatique. Absolument. Donc c'est vrai, janvier c'est le CES Las Vegas, février c'est le Mobile World Congress de Barcelone. Donc cette année était en mars, mais enfin... Qui cette année était en mars, effectivement. Et puis en mars, c'est le CeBIT qui parfois est un petit peu décalé, mais enfin cette fois c'est fin mars. Alors comme vous l'avez rappelé, le CeBIT, bon, on ne va pas utiliser on ne va pas dire que c'est un salon colossal, parce que ça on l'a déjà fait, mais qu'il est un petit peu moins, comme vous l'avez précisé. Donc le CeBIT, c'est un salon un peu qui manque, contrairement aux deux qu'on a cités, qui manque de spécificité. En fait, c'est un peu on se souvient du SICOM en France, hein, enfin on se souvient, pas beaucoup de nos lecteurs s'en souviennent, mais en tout cas c'était un peu la rubrique à braque de l'informatique. Ouais, c'est un peu l'équivalent, le CeBIT, c'est un peu l'équivalent en allemand, qui
qui était beaucoup plus large et sur lequel on voyait que la présence des acteurs allemands était très forte. C'était une spécificité. Mais je dirais que c'est un peu ça couvre tout. Ça couvre tout et donc ça perd un peu d'identité, sachant qu'en plus le CeBIT était intégré dans la foire de Hanovre qui était encore plus importante. Donc tout ça fait que c'est un salon qui perdure, hein, qui est quand même très, très important, mais dont l'avenir n'est pas... Il y aurait certainement une meilleure orientation à définir pour savoir exactement vers quoi il va. Bon, sachant qu'il y a toujours quelques annonces qui sont faites, donc on aura l'occasion de revenir dessus et de voir quelle actualité on pourra retirer de ce salon. Très bien. Et puis, pour conclure, un coup de gueule, et on reparle encore de l'informatique de l'État, avec, si d'ailleurs c'est mis en place, le dérapage, alors qu'il n'est même pas encore planifié, en tout cas le coût non négligeable de la mise en place de l'imposition à la source. Alors, effectivement, donc, déjà, on va distribuer un bon point, puisque la DINSYNC et la DSI Group de l'État avaient dit qu'elle publierait une espèce de tableau de bord des grands projets gouvernementaux, grands projets informatiques. Donc, elle l'a fait, une soixantaine de projets pour un encours de un peu plus de 2,5 milliards d'euros. Donc, c'est quand même important. Donc, c'est un bon point. Maintenant, si on met l'accent un peu plus particulier sur l'application que vous avez mentionnée, le prélèvement à la source. Donc c'est un projet qui effectivement commence à démarrer un petit peu, 160 millions d'euros, et dont on n'est même pas sûr qu'il va être mis en œuvre, puisque comme on le sait, il y a des élections en mai prochain. Donc on sait qu'il y avait quand même eu pas mal de réticences et de critiques sur ce projet de prélèvement à la source. D'un côté parce que ça coûte, et si ça coûte mais que ça permet de faire des économies, très bien, mais on ne sait pas si les réductions d'effectifs seront faites dans les ministères concernés, parce que il y a quand même une certaine automatisation. C'est une charge pour les entreprises, parce qu'il va falloir qu'elles fassent un certain nombre de choses pour pouvoir finalement faire ce qu'il faut. Et puis, il y a aussi le prélèvement automatique qui faisait à peu près la même chose. Bon, il y avait le décalage d'une année, c'est vrai qu'il y a... Mais comme la plupart des gens sont salariés et que leurs revenus sont relativement lissés, franchement, on se demande un petit peu ce que ça apporte. Mais bon, c'est comme ça. Le projet est parti. Maintenant, on verra. On aura peut-être l'occasion d'en parler un certain. Merci Guy pour cette synthèse, et on aura sûrement l'occasion de revenir sur ce coup de gueule à l'occasion de la prochaine élection. En attendant, je vous propose d'échanger avec notre invité Laurent Jacquemin d'Infor sur la problématique de l'ERP et des CRM. Bien, cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Laurent Jacquemin, qui est vice-président ERP pour la société Infor. Laurent Jacquemin, bonjour. Bonjour. Alors, comme vous le savez, on démarre cet entretien par l'actualité récente qui a retenu votre attention. Alors, je crois que vous êtes basé à Barcelone. Peut-être que ça vous donne une idée un petit peu différente. Quel est l'élément important qui a retenu votre attention ces derniers temps ? Oui. Bon, en fait, effectivement, j'habite à Barcelone maintenant depuis 25 ans. Et en fait, ce qui a retenu mon attention, c'est le Worldwide Mobile Congress, qui a lieu donc à Barcelone maintenant depuis effectivement quelques années. Et de voir effectivement toutes les nouveautés autour effectivement des produits et de ce qu'on peut faire maintenant avec un portable. Et ce qui également, je veux dire, pour nous, ça va être le lien aussi au cours de cet entretien, de voir ce que l'on fait nous en tant qu'Infor avec nos applications autour du mobile, et puis aussi la partie transformation digitale que l'on réalise avec certains de nos clients.
Très bien. Alors, on va parler d'Infor, évidemment. Souvent, nos lecteurs connaissent, bien sûr, peut-être pas tous d'ailleurs, mais une bonne partie d'entre eux. Et peut-être qu'ils vous perçoivent finalement comme un Oracle ou un SAP un peu plus petit, Oui. avec quelques spécificités. Par exemple, vous êtes peut-être plus spécialisé sur certains métiers. Comment vous définiriez Infor tel qu'il est aujourd'hui? Ben, Infor, on est spécialisé effectivement dans le développement et la mise à disposition pour nos clients effectivement d'applications entreprises dans différents domaines, hein. Ça couvre la partie ERP, hein, surtout, sur la partie aussi CRM, HCM, ressources humaines, sur toute la partie effectivement pour nous qui est important aussi la gestion des actifs pour certaines sociétés, puis un ensemble effectivement de produits comme la partie effectivement supply chain. Donc on couvre effectivement l'ensemble des produits qui sont nécessaires effectivement pour des clients qui sont dans différents domaines, surtout l'industrie, hein. 80% de notre secteur c'est l'industrie en Europe. Si on prend la partie effectivement fashion, agroalimentaire, automobile, pour ne citer effectivement aerospace and defense, pour citer effectivement quelques-uns de nos secteurs clés. Et puis on travaille aussi dans d'autres secteurs comme la partie hospitality ou donc public secteur public, au niveau global. Très bien. Alors, il y a eu un élément d'actualité qui est tout récent, puisque ça date de quelques jours. Donc, il y a eu un accord qui a été signé entre Infor et Marketo. Alors, pour l'instant, il s'agit juste d'un accord commercial et d'intégration de produits. Donc, est-ce que ce sera le prélude à une réalisation un peu plus importante? Ça, on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, mais est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste? C'est-à-dire, est-ce que c'est juste l'intégration de ce qu'on appelle en bon français marketing automation de Marketo aux produits de CRM d'Infor? Est-ce que ça va un peu plus loin et comment ça va se mettre en place chez les clients? En fait, effectivement, c'est un accord qui a été rendu public, sur lequel on a eu une annonce de presse effectivement hier, donc c'est tout récent en France. Pour nous, effectivement, c'est une intégration à nos outils effectivement de CRM, hein, toute la partie Customer Experience que l'on développe effectivement chez Infor. Et donc, pour pouvoir effectivement définir par rapport à des typologie de clients, par rapport à certainement aussi effectivement pour nous, en dépendance si on travaille effectivement des clients B2B, B2C, de déterminer quelles sont la façon dont les clients effectivement achètent chez nous et de définir avec, et ça c'est quelque chose effectivement qu'on a développé dans notre partie CRM, de pouvoir intégrer en fait ce produit à notre offre, donc on sera capable effectivement de la vendre, et comme effectivement Marketo sera capable de vendre effectivement nos produits. Et donc cet accord il est opérationnel dès aujourd'hui, c'est-à-dire que en gros les clients peuvent en bénéficier tout de suite, ou est-ce que l'intégration va demander un petit peu de temps et ça demandera quelques semaines? Non, les clients effectivement peuvent en bénéficier donc tout de suite parce qu'on avait déjà effectivement prévu, ça va faire partie effectivement cette intégration donc avant l'annonce, et donc les clients peuvent déjà effectivement bénéficier de cette intégration. Très bien. Alors parmi les autres particularités d'Infor, il se trouve que vous êtes très avancé dans le domaine du cloud. Donc on sait que l'ERP dans les différents modules applicatifs d'entreprise, c'est sans doute celui qui est le moins avancé, mais vous êtes très avancé, donc vous avez, je crois, migré tous vos data centers sur Amazon. La moitié de vos revenus aujourd'hui sont faits sur AWS en solution cloud. Comment vous voyez les choses? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que cette évolution vers le cloud va continuer à un rythme très rapide pour arriver assez rapidement à du 100% donc cloud ou en mode software as a service? Et quelle problématique ça implique en particulier pour les clients français qui sont un peu regardants pour savoir où vont être stockées leurs données, toutes les réglementations qui sont en train de se mettre en place. Quelle réponse vous leur apportez? Pour nous, effectivement, on a démarré sur le cloud il y a relativement effectivement un peu longtemps. Notre stratégie sur le cloud, c'est d'avoir effectivement ce qu'on appelle effectivement des cloud suites par secteur d'activité.
Donc ça, c'est un différenciateur important. On n'a pas un cloud suite, effectivement, pour couvrir tous les secteurs d'activité. On a un cloud suite automobile, un cloud suite fashion, un cloud suite agroalimentaire, un cloud suite chimie, un cloud suite, effectivement, donc pour la partie hospitalité. Donc c'est cette organisation sectorielle dont on parlait tout à l'heure qui est très forte chez vous. Voilà. Donc c'est déjà effectivement des solutions métiers au départ. Donc ça c'est la première, effectivement, le premier différenciateur. On s'appuie, et ça pour nous, effectivement, ça nous déleste d'une partie de gestion d'infrastructure. Donc on s'appuie complètement et 100% sur Amazon Web Services, donc au niveau infrastructure. Donc si on prend les 14 sociétés suivantes, Amazon Web Services, on obtient ce que fait Amazon Web Services dans le secteur du cloud au niveau infrastructure. Et ça va aussi, y compris avec les pannes, quand il y a des pannes d'AWS. Oui, mais en fait, si on regarde effectivement ce que font nos clients localement, ou ce que font nos clients avec certains compétiteurs, on a ils n'ont pas du 100% non plus. Voilà, donc il n'y a pas du 100% non plus. Donc en fait, c'est déjà effectivement la première différence. Ce que l'on voit, c'est qu'au niveau effectivement du cloud, on continue quand même, on a certaines applications comme HCM ou comme Expense Management ou le CRM, pratiquement tout se fait sur le cloud. Sur la partie ERP, on a quand même effectivement encore des clients qui souhaitent avoir effectivement des solutions on-premise. Donc Infor continue de développer effectivement toutes les solutions qui sont disponibles sur le cloud sont disponibles on-premise. Ça peut être effectivement dans un environnement hybride également, donc d'avoir une partie production effectivement en on-premise et tout le reste des applications sur le cloud. Donc ça c'est tout à fait possible aussi. Donc on travaille aussi dans un environnement hybride souvent. Et si on peut dire, c'est quand on part effectivement pour des clients nouveaux, pratiquement on part effectivement sur des solutions cloud. Donc 100% cloud Pratiquement. Je veux dire, ça c'est quelque chose effectivement que l'on voit de plus en plus. Par contre, si on part des clients effectivement anciens, on migre certains clients sur le cloud maintenant, et il y en a certains qui restent effectivement de premise. Et pour le stockage des données sur l'Hexagone, qu'est-ce que... On suit effectivement la même proposition qu'Amazon Web Services, qui a des centres effectivement en Europe, aux États-Unis, en Asie-Pacifique. Donc on suit Amazon Web Services. Très bien. Alors vous avez une plateforme middleware qui s'appelait Ion, qui a changé de nom plus récemment. Est-ce que, en quoi ça consiste? Donc c'est une sorte de plateforme middleware sur laquelle on peut plugger tout un tas de modules applicatifs. Est-ce que c'est un peu l'équivalent de HANA chez SAP? Et comment ça progresse chez les clients? C'est-à-dire, est-ce que vous les forcez à passer sur cette plateforme? Et quels avantages ça leur apporte? Voilà. Donc en fait, cette plateforme, c'est un middleware qui est complété par un certain nombre également d'autres fonctions. Donc c'est beaucoup plus qu'un middleware classique. Donc en fait, dans cette plateforme effectivement que l'on appelle XXI au jour d'aujourd'hui, on a toute la partie effectivement, intégration évidemment, avec un ensemble des produits qui sont Infor ou non Infor, toute la gestion des workflows. Mais en plus, on a sur cette plateforme toute la partie effectivement collaborative, donc un Facebook entreprise ou en interne ou en externe. Donc c'est toute la partie effectivement collaborative entre employés ou avec effectivement nos clients fournisseurs. C'est également toute une partie qui est business intelligence, toute la partie gestion documentaire et également pour nous effectivement ce que l'on a, est-ce qu'on s'appuie sur cette partie-là pour faire et réaliser la transformation digitale effectivement de nos clients. Et quelle est la proportion des clients actuellement qui sont passés sur cette plateforme? Donc si on prend effectivement nos clients existants, on a un bon tiers qui ont déjà, qui bénéficient de cette plateforme. Par contre, si on prend évidemment nos nouveaux clients, tous nos nouveaux clients ont directement accès à cette plateforme. La comparaison avec HANA, donc technologie in-memory de SAP, vous paraît pertinente ou pas vraiment? Je pense qu'en fait, on couvre plus que ce que fait HANA effectivement dans cette partie-là. Et c'est pas uniquement effectivement un middleware, mais ça comprend également d'autres fonctionnalités effectivement. Et il n'y a pas de technologie in-memory dedans. C'est pas inclus là-dedans. Si, c'est inclus. C'est inclus aussi. Ah, très bien. Un point aussi important pour un produit comme le vôtre, c'est à la fois
tout ce qui concerne l'ergonomie, l'interface utilisateur, et puis évidemment, on en parle beaucoup ces derniers temps, tout ce qui est lié au big data et à l'analytics, et donc comme les applications d'entreprise manipulent de plus en plus de données, pas seulement les données d'entreprise, mais aussi les données non structurées qui peuvent venir dans le CRM, il y a tout un tas de données qui sont accumulées et qu'il va falloir traiter. Et sur ces deux sujets-là, vous avez une approche, je dirais, en partenariat avec d'autres. Alors, pour la première, c'est une partenariat avec une agence de création digitale à New York qui s'appelle Hook & Look. Et puis pour l'autre, c'est vous avez développé une équipe en collaboration avec le MIT, je crois, pour tout ce qui est analytics. Est-ce que vous pourriez développer un peu ces deux points? Depuis le départ, effectivement, donc pour nous, l'important, comme je l'ai dit, c'est voir effectivement des solutions métiers. Par contre, il est évident que la partie qu'on appelle Customer Experience, effectivement, toute la partie interface produit, est pour nous très important. Donc et elle est d'autant plus avec l'apparition du smartphone, qui change quand même beaucoup de choses. Voilà. Donc, ce que l'on a effectivement au départ, donc on a intégré une agence de design donc, qui est à New York, notre siège est à New York, et on a intégré une agence de design qui s'appelait Hook & Loop, mais qui fait partie maintenant 100% et intégrée effectivement dans Infor pour redéfinir effectivement la partie, au départ c'était la partie interface utilisateur des différentes solutions effectivement que l'on a chez Infor, pour pouvoir également consommer ces solutions non pas uniquement effectivement sur la partie PC, mais également sur une tablette, sur un téléphone portable, donc d'où le lien effectivement avec au départ effectivement ce que j'ai mentionné au niveau du Worldwide Congress. Donc toutes les applications effectivement Infor, on peut avoir accès effectivement sur un smartphone, donc ce qui est aujourd'hui effectivement important. Donc avec les mêmes fonctionnalités, on peut faire exactement la même chose sur un smartphone que sur un PC. On a effectivement une interface tout à fait différente, adaptée au smartphone, adaptée à la tablette, et donc ça fait partie effectivement du design simple donc, que l'on a utilisé et qui était défini par Hook & Loop. Parce qu'on sait que l'interface utilisateur des ERP, traditionnellement, n'était peut-être pas la meilleure qui soit. Non, effectivement. Et également, ce que l'on a développé, ce qui est un peu différent maintenant, après, donc au départ, c'était la fonction première. Dans cette agence, effectivement, Hook & Loop, maintenant, on a une division qui s'appelle Hook & Loop Digital pour la transformation, effectivement, digitale de nos clients et qui permet de définir, effectivement, une interface effectivement nouvelle, qu'on appelle souvent maintenant dans le jargon Customer Experience, pour pouvoir effectivement travailler de façon différente avec les produits. Donc, si on cite des cas, ça peut être effectivement Ferrari, sur lequel on peut avoir automatiquement sur un smartphone, savoir où on en est la fabrication de notre voiture, de pouvoir savoir effectivement, parce que c'est connecté après où est la livraison de la voiture. Donc on a racheté il y a 1 an et demi une société qui s'appelle GT Nexus, qui est une plateforme collaborative, effectivement, entre banques, clients, fournisseurs, agents logistiques, transporteurs, pour savoir effectivement à tout moment connecter effectivement différents acteurs du marché. Donc sur son propre smartphone, donc le client peut voir où en est la fabrication, quand le moteur est mis dans la voiture, quand effectivement la voiture va être livrée, où elle est effectivement dans le monde. Et donc après de pouvoir avoir également une formation pour conduire la voiture. Donc ça fait partie effectivement de la partie expérience utilisateur qui est tout à fait différente. Donc ça va bien au-delà de la simple interface utilisateur. Oui. C'est plus aussi l'interaction, l'ergonomie du logiciel qui est en cause. Pour la partie analytics, donc qu'est-ce que vous proposez, en quoi votre solution est, en quoi votre approche est un petit peu différente de celle des autres? Donc depuis le départ, effectivement, on a également développé un groupe de personnes qui est situé effectivement juste à côté effectivement du campus MIT, donc dans lequel on a embauché d'anciens professeurs, on a embauché effectivement plusieurs personnes effectivement débauchées, ou débauchées, peut-être dans certains cas, pour travailler effectivement sur différents aspects, effectivement comme peut-être predictive analysis, mais ça peut être également des aspects pour travailler avec des clients, donc sur la partie talent science par exemple, au niveau ressources humaines, comment effectivement en fonction de certains critères,
embaucher les bons collaborateurs, effectivement, dans des grandes sociétés qui peuvent être des grands magasins ou qui peuvent être, par exemple, vient de signer un accord avec le ministère de la Défense, effectivement, en France, pour embaucher, effectivement, les bonnes personnes aux bons endroits. Y compris le ministre? Ah, ça, pas encore. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est disponible et qui est en plein développement. Tout à fait. Et ça, on l'utilise également pour définir des algorithmes, par exemple, au niveau de la partie supply chain, des algorithmes en partie, effectivement, pour notre division retail. Donc, c'est lié aussi à notre accord, effectivement, que l'on a eu avec Marketo, pour pouvoir, effectivement, lier également ces analyses qui sont faites, effectivement, avec des outils de prédiction, pour pouvoir effectivement bien travailler avec nos clients. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. Laurent Jacquemin, merci beaucoup. Merci. Merci à Laurent Jacquemin d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, Guy. Merci à vous, chers lecteurs, de nous avoir suivis pendant ces quelques dizaines de minutes. Et nous vous donnons rendez-vous donc à la semaine prochaine pour un nouvel invité et une nouvelle actualité de la semaine. Merci, à bientôt.